Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les fictions pour le primaire qui sont incontournables pour le mois d'octobre. Donc, on va commencer avec Wild Quiz de la tête aux pieds, qui est un album aux éditions Anne-Norac, qui est une maison d'édition autochtone. Ici, Rebecca Thomas, qui est l'auteur de ce livre, nous raconte en fait une histoire qui est inspirée de sa vie à elle. On apprend dans son mot de l'autrice à la fin de l'œuvre qu'elle a grandi hors de la communauté. Ses parents étaient séparés, donc elle a grandi plutôt avec sa mère. Puis quand son père venait la voir, c'était quand même assez rare. Puis ça a été vraiment quand elle était en âge de s'éloigner de la maison, si on peut dire, que son père l'a amenée dans la communauté, donc qu'elle a découvert un peu ses origines Micmac. Donc c'est un peu l'histoire de la jeune fille ici, Wild qui va partir avec son père pour aller rencontrer le reste de sa famille. Pour elle, ça va être une expérience qui va être stressante. On parle beaucoup des papillons qu'elle a dans le ventre par rapport à ça. Elle a peur de ne pas en fait être bien accueillie, elle a peur de ne pas savoir comment être une Micmac. Donc, elle va vivre une belle rencontre, mais malgré ça, elle va demeurer stressée par rapport à la quête de ses origines. Puis, il va y avoir un autre cousin qui va arriver pendant qu'il est en train de se questionner un peu à l'extérieur de la maison. Puis, ensemble, ils vont retourner dans la maison et vont tenter de faire, en fait, un rituel qui est le rituel de la purification. Qu'ils vont retourner faire avec la famille à l'intérieur de la maison. Donc, c'est vraiment un très beau livre, les illustrations sont superbes, c'est vraiment sur la quête de l'identité, la quête de ses origines aussi, puis ça nous permet d'en apprendre davantage aussi sur ce que c'est qu'être Micmac. Alors, je vous le recommande fortement. On poursuit avec Les devoirs d'Edmond. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle est très parlante. Ma maman est morte, je ne sais pas trop quoi faire, c'est la première fois qu'elle meurt. Donc, c'est un album écrit par Hugo Léger aux éditions 400 coups sur le thème du deuil. Donc, c'est Edmond qui va perdre sa maman lors d'un accident pendant un voyage. En fait, sa mère va se noyer. Donc, il vivait des vacances heureuses en famille, puis cet événement dramatique-là arrive. Je trouve que c'est quand même assez rare, les livres sur le deuil, qu'on va aborder la mort accidentelle. Souvent, on va être plutôt dans la mort par la maladie. Donc, c'est vraiment la famille d'Edmond est sous le choc. Puis, on va suivre le personnage d'Edmond à travers l'album. Edmond qui va être témoin de la tristesse de sa petite sœur, de la tristesse de son père, qui va être témoin aussi que c'est difficile pour son père, puis qui se rend compte un peu que la famille a de la difficulté à s'en sortir financièrement. Regardez les illustrations comme c'est beau. Alors, Edmond va rapidement se mettre en tête qu'il doit aider sa famille, donc qu'il doit se trouver un travail. Il va faire la rencontre d'un sans-abri qui va l'amener dans un marché pour qu'il tente de travailler. Puis pendant ce temps-là, son père va s'inquiéter pour lui, va tenter de le retrouver et tout. Puis ça se termine de façon très positive. Là. Le papa lui confirme en fait que c'est pas sa responsabilité de trouver de l'argent pour la famille et tout ça. Puis ils vont tenter d'affronter le deuil tous ensemble. C'est vraiment un livre qui est touchant, que je recommande dès le primaire 3e cycle. Très beau livre pour aborder le deuil. Je poursuis avec Ensemble, nous voyageons aux éditions Dents de Lion. Pour moi, ce livre-là, c'est vraiment un bijou. J'ai été vraiment très touchée par la lecture de cet album poétique. En fait, c'est un album sur la résilience, c'est un album sur la maladie. C'est une maman qui est malade et qui va être accompagnée par sa fille à travers, dans le fond,
tout le temps de sa maladie. En fait, on ne sait pas à la fin si elle décède ou si elle s'en sort, mais c'est pas le message qu'on veut transmettre ici. On est vraiment dans la puissance de l'amour entre une mère et son enfant. Moi, j'ai lu ce livre-là, j'ai eu envie de serrer ma mère dans mes bras, de serrer mon petit bonhomme dans mes bras aussi. C'est vraiment très bien écrit, il y a des belles images qui sont faites avec les mots, il y a des belles comparaisons aussi. Je vous ai montré une illustration, mais je peux vous en montrer une autre ici. C'est fait avec des broderies. Alors, c'est très rare qu'on voit ça dans les albums. C'est particulier, mais je trouve que ça va avec la douceur de ce qui nous est proposé ici. Puis, je vais vous lire un extrait ici. Elle a perdu son ancienne tête. Au lieu des cheveux, elle enroule des jardins, où poussent des tulipes, des marguerites ou des choux-fleurs. Maman est devenue une œuvre d'art. Alors, on comprend qu'elle a perdu ses cheveux, que maintenant, elle se coiffe de foulard. Puis, je vous parlais des belles comparaisons aussi là, qui sont faites dans le livre, puis de tout l'amour qu'on ressent. Je t'aime long comme l'horizon, je t'aime fort comme le soleil sur ta peau, fort comme les cris des oiseaux. Je t'aime autant qu'il y a d'eau, profond comme la mer sous les bateaux. Je t'aime autant qu'il y a de grains de sable sur la plage. Alors, c'est vraiment un très beau voyage en poésie, un très beau voyage pour apprendre à être résilient et pour avoir envie de se serrer contre ceux qu'on aime. Je poursuis dans des notes beaucoup plus joyeuses. La légende de Paul Thibault. Moi, c'est un incontournable, cet album-là, Aux 400 coups par Annie Bacon. On a un personnage, un coureur des bois, en fait, Paul Thibault, qui va nous faire vivre 3 petites aventures avec ses compagnons. Son meilleur compagnon, c'est Grugeux, un castor. Je vais vous montrer Grugeux. Ici. Donc, Grugeux va être avec lui dans toutes ses aventures. Puis, il y a 2 autres personnages qui vont aussi se joindre à lui dans l'une des aventures, un draveur et une bûcheronne. Ce que j'aime par-dessus tout dans cet album-là, c'est le ton qui est utilisé. C'est vraiment un livre qui est fait pour être conté. Ça rime, on est dans des mots du terroir, si je peux dire. Ça donne vraiment envie de raconter, de faire découvrir l'ambiance qu'il y a autour des légendes. Je vais vous lire un extrait pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, je ne suis pas la meilleure conteuse, mais je vais essayer. Satisfait, Paul Thibault s'approche, pose ses fesses sur l'osier, puis énumère tous les reproches qu'il peut faire à son prisonnier. Il le regarde droit dans les yeux, il se mesure, siffleux contre homme. Puis d'un ton un peu plus sérieux, Paul lance cet ultimatum. Le foulard contre la paix. Commence alors une dure joute qui existe dans le monde entier. L'un fait une offre, l'autre en ajoute. C'est le noble art de négocier. Il trouve enfin un compromis et le voleur est libéré, après avoir juré, promis, qu'il ne viendra plus chaparder. Je vous montre l'illustration de cet extrait-là. Vraiment un chef-d'œuvre pour aller découvrir la légende. C'est humoristique, on se sent au cœur de la forêt. Je vous le recommande vraiment. Papier Bulle de Simon Boulris, illustré par Eve Patnaud. Encore une fois, c'est vraiment un incontournable. C'est un livre pour le passage de l'enfance à l'adolescence, je dirais, donc dès le primaire 3e cycle. La jeune héroïne de l'histoire, Hortense, elle est hémophile, donc une maladie dont on parle quand même rarement. Regardez, juste avec les pages de garde, ça donne le ton à quel point les illustrations seront magnifiques. Hortense, en fait, elle est surprotégée par ses parents dû à sa maladie. Donc, on a toujours peur qu'elle se blesse, que le sang coule, lorsqu'elle a des segments de nez, lorsqu'elle a des blessures, qu'elle tache vêtements et oreillers. C'est toujours la panique à la maison. Pourtant, elle, ces taches de sang-là, elle perçoit ça un peu comme une partie d'elle-même qui se dévoile, si on peut dire. L'illustratrice est allée chercher une technique qui s'appelle le bleeding, donc c'est vraiment en lien avec la thématique de l'œuvre. En fait, c'est qu'à l'endos des pages, on voit l'illustration précédente
qui a passé à travers le papier, donc avec des crayons à l'alcool. Alors, on a toujours l'endos de l'illustration, ce qui a passé à travers le papier. Donc, ça fait vraiment, ça rend vraiment le livre très, très attrayant. Là, chaque page est une œuvre d'art. Hortense, en fait, ce qu'elle souhaiterait, c'est être une karatéka? Oui, une karatéka ninja. Mais bon, avec sa condition, c'est pas vraiment possible. Alors, elle s'entraîne dans sa chambre à faire ses katas. Puis, elle va aussi vivre un moment en lien avec ses premières menstruations à l'école. Donc, là, va se terminer avec ça. Puis, c'est là qu'elle va réagir avec toute sa force parce qu'en fait, ce qu'elle aimerait qu'on retienne d'elle, c'est que c'est une jeune femme forte et non qu'elle est fragile à cause de sa maladie. Donc, c'est vraiment une œuvre qui nous parle de comment vivre avec la maladie, comment est-ce qu'on peut... ah oui, je vais vous lire ici ce passage-là. Lorsqu'en fait, c'est ça qu'elle dit, lorsqu'elle saigne en classe, tout le monde s'active autour d'elle. Je deviens le centre d'attention pour ma vulnérabilité et je n'aime pas ça. Je voudrais que ce soit mes aptitudes de karatéka ninja qui terrifient mes camarades de classe. Alors, elle voudrait vraiment avoir l'attention sur elle pour sa force et non pas pour sa vulnérabilité. Superbe livre à mettre entre toutes les mains des jeunes de 11-12 ans et plus. Je poursuis avec Léa Lapin et le concours de cabane aux éditions Correct, écrit par Steve Richardson. Ce qui est sublime dans ce livre, ce sont les illustrations. Regardez ici, page de garde, on est en été, première page de garde. Ça se termine sur une page de garde en hiver. Donc, l'histoire va se dérouler au cours de 3 saisons. Et c'est un concours de cabane. Tous les personnages sont des personnages animaux. C'est un concours de cabane qui est lancé entre une petite bande de copains. Puis, l'une d'entre eux, Léa, Léa Lapin, elle, ce qu'elle va choisir de faire comme stratégie, c'est de contacter plusieurs personnes, dont le maire, pour avoir un grand soutien pour la construction de sa cabane. Léa, ce qu'elle a de particulier, c'est que son petit frère est malade. Sa mère doit travailler très fort pour rassembler l'argent pour que son frère puisse avoir des soins de santé. Donc, c'est une problématique qui l'habite beaucoup. Léa va rencontrer toutes sortes de personnes qui vont lui venir en aide pour construire sa cabane. D'ailleurs, un de mes préférés, c'est Florence Flamand, qui va venir être designer d'intérieur pour la cabane de Léa. Bien entendu, Léa va gagner le concours avec cette cabane gigantesque, sublime, qui réunit tous nos rêves d'enfants, de pièces qui sont détaillées ensuite comme ça ici dans des plans de la cabane. Alors, des pièces tout autant farfelues les unes que les autres. Une salle avec des boules. Regardez ici, là, il y a deux glissades, 2 tunnels qui se rejoignent pour une piscine de boules. Il y a une bibliothèque, il y a un cinéma, un salon, une cuisine. Toutes sortes de lieux où on a envie de se retrouver. Il y a même un bateau pirate, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et ce qui va surprendre un lecteur, c'est que le plan de Léa, c'est que cette cabane-là soit ouverte à tous et que les gens qui paient les tickets d'entrée, et bien que cet argent-là soit utilisé pour les soins de santé pour les enfants. Donc, c'est la belle morale de ce livre. À la fin aussi, Léa et sa famille vont être invités à venir habiter dans cette somptueuse cabane. Encore un plan détaillé de la cabane à la fin. Je poursuis avec mon livre préféré dans tout l'univers, écrit par Malcolm Mitchell, qui est un joueur de football. Il a d'ailleurs remporté le Super Bowl. Malcolm Mitchell, c'était un enfant qui avait beaucoup de difficultés avec la lecture. Donc, pour lui, présentement, c'est important de faire progresser l'alphabétisation dans les écoles. Donc, il passe beaucoup de temps à cette mission-là. Ce que je trouve très joli de ce livre-là, dans lequel on découvre le petit Henri,
c'est qu'on parle de quelqu'un pour qui c'est difficile de lire et que on normalise en fait le fait que c'est pas facile pour tout le monde la lecture. Le petit Henri va se retrouver face à un très dur devoir pour lui. Il va devoir présenter son livre préféré dans tout l'univers à ses camarades de classe. Il va tenter de trouver ce dit livre en questionnant la bibliothécaire, sa maman, son enseignante. Il va vraiment faire des recherches, mais il n'y a vraiment rien qui lui parle à lui. Donc, ce qu'il va choisir de faire, c'est d'écrire son propre livre pour justement présenter à sa classe son livre préféré dans tout l'univers. Alors, il va raconter à ses camarades l'histoire qu'il a dessinée dans son livre et qui est son livre préféré dans tout l'univers. Alors, c'est vraiment un sympathique petit livre pour parler des difficultés qu'on peut rencontrer face à la lecture. Je termine avec Gère ta fougère aux éditions Tête Haute. Alors, un livre qui était certainement attendu par les enseignants et enseignantes qui avaient envie d'avoir un outil pour parler de la problématique de ceux qui ne veulent pas se mêler de leurs affaires. Alors, c'est sur un ton très, très humoristique. On commence avec un jeune garçon qui, en classe, ne se mêle pas de ses affaires. Il a toujours un commentaire à faire sur les autres. L'enseignante va rassembler les élèves du groupe afin de leur parler de cette problématique-là qui ne date pas d'hier. Alors, c'est ce qui devient très drôle, c'est qu'on va remonter dans le temps jusqu'à la préhistoire avec de petites anecdotes dans lesquelles il y a toujours un personnage qui ne se mêle pas de ses affaires. Ça va être très répétitif comme structure parce que à chaque fois, on va poser 3 questions au personnage qui ne se mêle pas de ses affaires. Est-ce que la vie de quelqu'un est en danger? Est-ce qu'une personne est blessée par des gestes ou des paroles? Est-ce que tu as essayé de régler le problème par toi-même? Et lorsque le personnage répond non, on va lui dire de gérer quelque chose qui rime en R. Alors ici, pour le premier petite anecdote, c'est une jeune fille qui parle de la quantité de gâteaux ingérés par ses sœurs. Alors, sa mère lui pose les 3 questions. La réponse est non. Alors, elle lui dit « Gère ta cuillère ». Et on va s'en aller comme ça, de petite anecdote en petite anecdote. On va être à la Renaissance avec un jeune apprenti peintre qui va se plaindre de la façon dont un autre apprenti tient son pinceau. On va lui poser les 3 fameuses questions. Sa réponse sera non et on va lui dire, eh bien, gère ton auriculaire. Dans le sens de, ben, gère ta posture, toi, sur le pinceau. Ne te mêle pas de ce que les autres font. Ça va continuer comme ça, toujours dans la structure répétitive et ça se termine à la préhistoire, comme je vous disais. Et c'est une femme préhistorique qui va se plaindre que son jardin ne pousse pas bien comparé à celui de sa voisine. Et on va lui répondre « Gère ta fougère, sinon je t'ingère ». Alors, comme je vous dis, c'est vraiment sur une touche d'humour, une structure répétitive pour faire passer le message de se mêler de ses affaires. Donc, merci pour votre écoute, puis on se retrouve le mois suivant pour une autre capsule. Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter une partie des livres intermédiaires pour le mois d'octobre. Donc, on n'en a que 5 pour ce mois-ci. Donc, le premier, c'est Le poids de la couleur rose, qui est de Nathalie Lagacé. Je tiens à préciser que le mois dernier, donc dans la salle de monde du mois de septembre, on avait son équivalent documentaire, album jeunesse pour les étudiants au secondaire, donc il s'appelait Le poids des seins. Donc celui-là, c'est la version, si on veut, pour le 3e cycle, qui est aussi pertinent, qui est aussi beau. Et d'ailleurs, c'est la même autrice, mais aussi la même illustratrice, donc il y a des beaux dessins dedans, c'est vraiment très joli. Donc, sommairement, l'histoire, on a une jeune fille, oh, il y avait un signe. Il y a une jeune fille qui va à l'école, elle est en 6e année, elle s'appelle Rosalie. Et tout allait bien au début, et à un moment donné, en fait, ça commence assez difficilement pour elle. Elle se promène dans un parc, et il y a 3 garçons qui vont l'accoster, disons. Il y en a un qui va lui présenter un paquet de bonbons avec des jujubes. Et il va lui dire, bah tiens, je t'offre des jujubes. Et elle va tendre la main, il va retirer le sac,
il va dire « Ah ben, j'ai un meilleur bonbon pour toi ». Et il va baisser ses culottes, carrément. Donc, on s'en doute bien, c'est une forme d'agression, c'est vraiment malsain et c'est vraiment prohibé, c'est vraiment quelque chose de tout à fait pas correct. Et d'ailleurs, ça va la marquer tout le long de sa 6e année. Et ça vient un peu avec sa croissance en tant que jeune fille, le début des seins, des brassières, les changements corporels, les changements hormonaux. Donc, c'est vraiment un livre qui est axé là-dessus, les changements que les jeunes filles vont vivre, essentiellement les jeunes filles, et aussi la relation qu'elles vont avoir avec les garçons. Je tiens à préciser que j'aime beaucoup la fin où la maman va justement avoir une conversation avec sa fille et va préciser que c'est pas tous les garçons qui sont comme ça. Faut pas non plus généraliser sur le genre, mais c'est un bon livre pour parler de ce genre de sujet-là, les changements qui sont pas toujours faciles, le fait de se chercher, les amis. Elle a sa meilleure amie qui, elle, au contraire, elle est tout à fait à l'aise dans ces nouvelles modifications de son corps et elle va être plus entreprenante auprès des garçons aussi. Donc, c'est assez melting pot, il y a plein de choses. Les images sont très jolies, c'est très symbolique. J'aime vraiment beaucoup. On en a une ici, je l'aime bien aussi. Donc, c'est ça, ça se lit très bien. Je vous invite vraiment à en prendre en considération et surtout d'aller voir son équivalent, Le poids des seins, qui est aussi très percutant et qui est aussi très pertinent. Fait que c'est vraiment le genre de livre pour parler du genre féminin au début de l'adolescence et surtout le poids qu'on a d'être une fille à certains égards, la pression qu'on peut avoir aussi quand on est ado, changer de vêtements, être plus sexy. Mais de tracer la ligne, dans le fond, et je pense que c'est là le nœud de la guerre, tracer la ligne entre ce qui est acceptable, ce qu'on est prêt à accepter, et ça va être variable pour toutes les filles, dans le fond. Fait que, une belle porte d'ouverture. Le deuxième, c'est Une chose étrange et gentille et invisible, entre parenthèses, de Vincent Lambert. On change vraiment de registre, on est dans la poésie, et je tiens à dire que c'est d'ailleurs mon premier livre en poésie que j'ai lu, donc je suis vraiment pas spécialiste en la matière, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc, on s'en doute, ça se lit très bien, il n'y a pas énormément de texte. C'est un livre qui a été adapté à peu près pour les 11 ans. Donc, grosso modo, ce qu'on pourrait en dire, c'est que c'est un jeune garçon, pour ce que j'en comprends, qui se sent différent. Et à travers cette différence-là, je dirais que c'est surtout un aspect qui est existentiel. C'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui aimerait savoir qu'est-ce qu'il fait dans le monde, pourquoi le monde est ce qu'il est, comment entrer un peu en contact avec cet invisible-là qui est autour de nous. Donc, on a un enfant, on voit que son côté artistique, son côté existentiel, il est vraiment très développé. C'est pas forcément le cas de tous les enfants, mais quand il y en a, ça peut être difficile de mettre des mots là-dessus. Ça peut être difficile de, essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, alors que justement, il n'y a pas rien de descriptif là-dessus. Donc, au début, ça peut sembler un peu sombre, ça peut sembler un peu un enfant qui est pas très loin de la dépression, mais en fait pas du tout. C'est vraiment simplement un garçon qui se cherche et qui à un moment donné va trouver la poésie pour mettre des mots sur ce qu'il ressent et parler de l'invisible qui l'habite. Et j'aime beaucoup le fait que on parle vraiment à la chose qui est gentille, quelque chose qui nous habite, qui est positif, puis qui demande finalement qu'à sortir. C'est pas une ombre qui fait partie de nous, c'est vraiment quelque chose de lumineux, mais comme c'est inconnu, ça peut faire peur, comme n'importe quoi. Donc, je vous invite à regarder, c'est vraiment très joli. Et en même temps, ça peut être facilement relayé aux enfants qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là et qui ont ce côté-là très artiste et très existentiel. Le prochain, c'est Selma et Samir, de la collection Premier roman Nathan. On a tous eu un petit coup de cœur pour celui-là, c'était vraiment mignon. D'abord pour la narration, c'est assez particulier. En fait, on n'est ni avec Selma ni avec Samir, on est avec leurs objets. Donc, on a des personnages, objets et témoins qui nous racontent ce qui se passe. Donc, on a le sac à dos de Samir, ses chaussures, le téléphone de Selma, et on a Jonathan le goéland aussi qui apparaît en couverture. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est avec Samir au début qui vient du Mali et qui va devenir éventuellement, c'est un migrant. Il aimerait beaucoup quitter le pays avec sa grand-mère, mais sa grand-mère, elle est trop âgée pour faire le voyage avec lui. Elle va même utiliser un collier qui est un bijou de famille pour payer le voyage, ça coûte très cher, pour prendre le bateau et se rendre de l'autre côté. Donc Samir va éventuellement, après un très très long périple, se retrouver en France avec d'autres migrants. Et de son côté, Selma, c'est une petite Française qui aime beaucoup la photographie. Et c'est elle qui va, disons qu'ils vont rentrer en contact, elle d'abord parce qu'elle prend des photos, elle était à peu près au même endroit où est-ce que Samir vivait, sur une plage avec d'autres migrants dans une tente, en train de manger du melon d'eau. Et elle va perdre son bandana.
Et c'est Samir qui va le retrouver. Là où ils vont vraiment se croiser, en fait, c'est dans les cours d'alphabétisation qui sont donnés par la mère de Selma. Donc, on comprend qu'il y a quand même une certaine prise en charge des migrants dans ce secteur-là. Et Samir, en fait, il sait déjà parler la langue, il est déjà francophone. Et en plus, il est poète. Donc, on revient un petit peu avec le milieu des arts qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a un poète et une photographe. Éventuellement, va s'ajouter à ça la musique. Donc, il y a vraiment un partage culturel. C'est très mignon. C'est à peu près fait pour les 8-9 ans. C'est simplement qu'on a rarement des histoires de ce groupe d'âge-là pour ce genre de lecteurs-là qui parlent de migrants. Donc, c'est très plaisant. Et comme c'est les objets qui parlent, ben, c'est original, si on veut. Donc, je vous invite à le regarder. Les petits mystères à l'école. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la littérature jeunesse, il y en a déjà 2 qui sont parus, qui étaient destinés davantage au 3e cycle. Celui-là, il est destiné au 2e cycle primaire, donc davantage les 8-9 ans. Et il a été bâti en conséquence. Il y a aussi une particularité que les 2 autres n'ont pas, c'est sa police de caractère, dont je vous le montre ici. Donc, beaucoup plus gros. Pas tout à fait la même police non plus. Les A et les T, notamment, sont pas tout à fait pareils. Et le pourquoi de la chose, en fait, c'est une police qui s'appelle Handicap et qui a été faite spécialement pour inclure les enfants qui sont dans la catégorie 10, donc des YS, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, etc., etc. Donc, accommoder les étudiants qui pourraient avoir des problèmes au niveau de la lecture, donc c'est bien pensé. Et la police est vraiment plus grosse, donc même pour ceux qui ont des handicaps visuels, c'est plus facile. Donc, comme les 2 autres, le petit dernier, c'est un recueil de nouvelles. Et la toute première nouvelle, dans le fond, a été écrite par M. Mignot, qui est le directeur, dans le fond, de la série. Et dans cette nouvelle-là, il va un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est une nouvelle, dans le fond. Un petit texte, pas très long, avec un final en punch. Donc, c'est bien de signaler aux jeunes lecteurs qu'est-ce que c'est la nouvelle, que c'est quand même pas tout à fait un roman ou un autre style. Et cette première histoire-là va aussi intégrer des éléments qui appartiennent à toutes les autres histoires. Donc, c'est vraiment un fourre-tout avec un paquet d'objets. C'est vraiment mignon. Et c'est rigolo ensuite d'essayer de trouver ces éléments-là dans les autres textes. Il y en a vraiment des très très beaux. Il y en avait un qui m'avait particulièrement marqué, qui était sur un enfant qui était différent. Je soupçonne que c'était de l'autisme, mais c'est pas mentionné. Qui a été écrit par Gilles Thibault, donc je vous invite à la regarder, celle-là de plus près. C'est un très beau texte sur la différence, un garçon qui est peut-être pas socialement très très adapté, mais qui a un don incroyable avec les animaux, donc c'est bien de mettre l'accent sur les forces de ces enfants-là. Donc vraiment un très très beau texte, je vous invite à le regarder. Et il y a aussi celui de... Attendez, je me rappelle plus c'est laquelle... il y a une des autrices, en tout cas, qui a fait un partenariat avec une école secondaire de Kanesatake, qui est la réserve autochtone Mohawk à côté d'Oka, sur la rive nord. Et donc, ça a été coécrit avec des étudiants de 5e année et 6e année. On a tous leurs noms, qui sont d'ailleurs écrits dans leur langue à eux, qui se passent justement à Kanesatake, et qui va mettre en lumière un petit peu leur folklore. C'est un petit peu horrifiant, mais c'est très intéressant et j'apprécie qu'on ait intégré ça dans un recueil de nouvelles québécois. Donc c'est fun d'être inclusif et ça permet de leur ouvrir une porte. C'est fun de faire travailler les jeunes aussi. Après tout, la jeunesse qui sent la jeunesse, on peut être que d'accord. Donc vraiment à regarder, ça vaut la peine. Et le petit dernier, pour les plus jeunes, Belle famille Malik. Donc, encore une fois, Québec-Amérique avec la collection Petit Pousset nous fait quelque chose de vraiment très très bien. C'est pas la première fois que je le dis, puis c'est pas la première fois qu'on le note. C'est vraiment Québec-Amérique, Petit Pousset, c'est merveilleux. Il n'y a pas une histoire qu'on a trouvée pas le fun. Mais Belle famille Malik, ça a quand même un petit quelque chose de plus. Donc, on est avec une famille et je tiens à signaler qu'elle est arabe. Donc, il y a des noms arabes. On a Driss, Malik, Yasmina. Bon, ils sont 5 enfants dans une famille, donc c'est une famille nombreuse, surtout à notre époque. Et Malik, dans le fond, c'est le grand frère. Il y a 3 autres frères. Il y a la petite Yasmina qui est sa petite sœur. Il est très content qu'elle arrive dans la famille. Mais c'est pas toujours facile d'être le grand frère. Ça vient avec des responsabilités. Malik, il prend ça avec cœur, mais des fois, il aimerait bien pouvoir passer plus de temps avec ses amis. Fait que ça joue un petit peu sur le rôle de l'aîné dans la famille, spécialement les familles nombreuses. Et c'est amusant de noter un petit peu justement les rôles. Et éventuellement, on va arriver à l'école avec Malik et durant la période scolaire, au début, la professeure va parler des structures familiales avec ses étudiants. Donc, il y en a que ça va être une petite fratrie, un grand frère, un petit frère. Il y en a d'autres qui c'est des enfants uniques, mais ils ont un petit chien. Il y en a d'autres que les 3 enfants ont été adoptés en Chine.
Donc, parler un peu justement des structures familiales, des origines, c'est vraiment très très bien. Il y a des belles images aussi qui sont en crayon de bois. Il y a quand même beaucoup de textes, donc vraiment peut-être pas pour les débutants deuxième année, peut-être plus vers la fin. Mais vraiment, c'est quelque chose à considérer. C'est très touchant, c'est très mignon. Le grand frère qui aime sa petite sœur, qui est là pour ses deux petits frères aussi, même quand ils sont un peu agaçants. C'est vraiment cute. Donc, puis j'aime le fait justement qu'on ait une variété ethnique ici. C'est le fun d'avoir enfin d'autres représentants. On a de plus en plus des Arabes ici qui vivent avec nous. Donc, c'est vraiment plaisant. J'aime beaucoup ça. Et je vous invite à le regarder. Donc, ça va être tout pour moi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on va pouvoir se retrouver pour le mois de novembre. Donc, portez-vous bien.